Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de Groupe Plan du 29 novembre 2020. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Marion Hamzat Aguemon. Il est membre fondateur de l'Union progressiste, chef quartier de Dantokpa à Cotonou. Monsieur Hamzat Aguemon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, en studio, je suis avec Arnaud Doumahou du site d'information Le Portail pour animer cette émission. Bonjour Arnaud. Bonjour cher ami Koshimo, bonjour monsieur Badaïou. Nous allons tout de suite vous demander comment se porte Dantokpa, le quartier bien entendu. Merci de me recevoir ce matin. Bonjour ces internautes. Dantokpa se porte bien. Alors, est-ce que, en tant que première autorité de ce quartier, vous avez l'impression que pour un quartier situé au cœur de la ville, comme Dantokpa, situé notamment au niveau du plus grand marché, le marché régional, le marché Dantokpa, est-ce que c'est par rapport à l'environnement, par rapport à l'assainissement, est-ce que Dantokpa présente l'image qu'il devait présenter en tant que quartier? Oh, vous savez, on trouverait toujours à redire sur le plan salubrité, d'assainissement, de sécurité. N'importe où vous êtes dans ce monde aujourd'hui, rien n'est parfait. Mais il faut avouer quand même que depuis quelque temps, il y a quand même de réelles avancées, de réels efforts pour apporter un mieux-être sur tous ces plans-là dans le quartier de Dantokpa. C'est vrai que nous n'avons pas encore une satisfaction totale, mais on est chemin faisant, on y arrive progressivement. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'use pas souvent de la langue de bois. Il faut dire que pendant longtemps, les services techniques de la mairie ont failli et à la gestion même municipale aura négligé quand même, n'aura pas pris certains aspects en compte, n'aura pas anticipé sur l'évolution naturelle, démographique du quartier, de la localité de Dantokpa. Raison pour laquelle nous observons aujourd'hui, nous avons observé dans le temps une recrudescence des actes d'incivisme, d'insalubrité notoire. Grâce aux autorités actuelles, nous essayons d'impulser un nouveau dispositif afin d'apporter, n'est-ce pas, des solutions idoines pour... Ça a démarré petit à petit et j'espère que le nouveau directeur de la direction technique des services techniques de la mairie nous accompagnera du mieux qu'il peut. Est-ce qu'on arrive à faire une délimitation entre le quartier et le marché? On a l'impression que l'un est dans l'autre et finalement, on ne sait pas qui répond véritablement de l'assainissement. D'accord. Vous savez, c'est vrai que beaucoup de monde, tout le monde ne sait pas que dans Dantokpa, il existe encore des résidents proprement dits de Dantokpa. Parce que le nom de Dantokpa a toujours été galvaudé par rapport au marché qu'il comprend. En fait, le marché de Dantokpa n'est qu'une infime partie des zones des prérogatives territoriales. Ce n'est qu'une infime partie. Et cette infime partie, la gestion économique de cette infime partie incombe essentiellement à la SOGIMA, la gestion des marchés. Et ceci étant, je crois quand même que sur le plan sanitaire et sécuritaire, nous avons aussi sur le plan sécuritaire le commissariat spécial de Dantokpa. Et sur le plan sanitaire, il y a des structures internes à la SOGIMA qui s'occupent essentiellement, n'est-ce pas, de cette infime partie qui leur incombe. Au-delà de ces limites, nous avons la zone périphérique dont la gestion incombe à la municipalité. Donc, c'est deux structures étatiques
qui essaient de se compléter sur le terrain. Donc, nous avons la mairie qui essaye d'assainir la zone périphérique et la SOGEMA qui essaye aussi de son côté d'apporter des solutions à la portion de Dantokpa qui leur incombe, dont la gestion leur incombe. Parce qu'au finish, la gestion administrative purement dite incombe aussi à la mairie. Par exemple, quand vous avez une convocation à délivrer dans le marché même, ça incombe au chef de quartier qui représente la mairie à cet endroit-là. Donc, c'est un travail complémentaire qui doit impliquer tous les acteurs. Et ce disant, ce n'est pas seulement la mairie, ce n'est pas seulement la SOGEMA. Les véritables acteurs, ce sont les administrés, les usagers de cette localité. Donc on doit faire preuve à un moment donné de prise de conscience et de civisme. Parce que c'est de là que découlent tous les problèmes d'assainissement et d'insécurité. Nous devons apporter notre concours à la police pour des informations utiles pour enrayer définitivement la petite délinquance et la criminalité dans cette zone-là. Et au-delà, par rapport à l'assainissement, observer un comportemental assez rigoureux pour ne pas jeter nous-mêmes des détritus sur les terrains, boucher les caniveaux, drainer les eaux usées. On remarque quand même que l'insécurité, surtout au cours de ces dernières années, il y a beaucoup de braquages à main armée. Et puis, bon, à un moment donné, on a interdit aux motocyclistes de circuler à l'intérieur. Comment vous vivez ça? Vous qui êtes dans le quartier confondu également au marché, comment vous arrivez à vivre tout ça? Mais justement, leur question a été un peu anticipée, c'est très bien. Vous savez, quand le préfet Toboula avait émis l'arrêté préfectoral instituant l'interdiction de circuler à moto dans cette localité, c'était bien. Ben, ça n'a pas très duré. Mais nous avons constaté quand même, depuis lors, qu'il n'y a plus effectivement de braquage à Dantokpa. Il faut vous renseigner. Nous n'avons plus vraiment de braquage à Dantokpa. Ça aura dissuadé parce qu'on a constaté, et la police républicaine aussi aura constaté aussi, que les braquages se faisaient souvent avec des gens qui étaient à moto. Donc dès lors que dans les têtes, ils savent qu'on peut les arrêter à tout moment et qui ne peuvent pas toujours circuler. Mais voilà, et même avec un peu de laxisme, nous observons quand même un certain recul de la petite criminalité de ces braquages-là. Dantokpa n'est pas certainement le plus grand quartier de Cotonou, mais c'est quand même un quartier spécial parce que le gouvernement a un œil sur ce qui s'y passe. Il y a la mairie, il y a la SOGEMA, mais finalement, Dantokpa reste quand même un quartier en matière d'insalubrité, un quartier qu'on cite souvent. L'insalubrité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Finalement, on a l'impression qu'on y met beaucoup de moyens, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est trop dit quand vous dites qu'on y met beaucoup de moyens. Peut-être de nos jours, avec le contournement qui va se réaliser, avec l'assainissement, avec le projet du Grand Nokoué. Voilà, on sent aujourd'hui qu'effectivement, on veut y mettre les moyens. Vous ne dites que par le passé, le quartier a été laissé. Mais je vous l'ai dit déjà depuis ma abord que la politique municipale sur ces plans a été vraiment défaillante et la gestion sur ce plan, ou du moins ça n'a pas pu s'accommoder aux réalités du terrain. Oui, c'est parce que l'Union progressiste, c'est aujourd'hui, pour les règnes de l'Amérique, que tout va bien. Non, je ne dirais pas ça, parce que vous verrez que c'est pratiquement les mêmes personnes. Hein. On n'a pas importé d'autres personnes pour gérer la mairie aujourd'hui. C'est toujours pratiquement les mêmes personnes. Mais le problème, c'est la volonté politique qu'on veut imprimer à la démarche. Si la hiérarchie décide effectivement et qu'on va opérer de manière orthodoxe et rigoureuse, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
quelle que soit l'équipe qui est en place, parce que je suis assuré d'une chose, c'est qu'il y a des ressources humaines de valeur, n'est-ce pas, à la mairie, pour la gestion de la municipalité. Des gens qui sont rompus à ce genre d'exercice pour apporter. Mais encore faudrait-il qu'on leur laisse la main, qu'on leur donne les moyens de leur politique, de leur savoir, de leurs expériences à faire voilà, sur le terrain. Donc il y a souvent ce couac-là qui se transcrit sur le terrain, évidemment, parce que rien ne se fait. Ça, c'est dans quoi retenu du passage de Toboula? Du passage de Toboula, moi je dis que je remercie encore, je le remercie sincèrement. C'est dommage, avec tout ce qui lui est arrivé par la suite, c'est vraiment dommage, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, et il en faut beaucoup comme ça pour le président Talon, pour mener à bien ses... Parce que nous avons été tellement habitués au lacisme, à l'incivilité, à tout ce que vous dites qui n'aura pas de nom. Mais aujourd'hui, dans les années 80, le Bénin n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, nous observons vraiment que effectivement, c'est un pays vraiment de pagaille dans tous les sens. Quand les gens en rigolent, je me demande pourquoi. Dans tous les sens qu'ils peuvent prendre ça, qu'ils peuvent le prendre, c'est un pays de pagaille. Et Toboula, je vous assure, avec sa rigueur, avec sa ténacité, nous avons pu enrayer beaucoup de choses. Et il y avait cette crainte, n'est-ce pas, parce que vous savez, c'est souvent le sentiment de l'impunité qui pousse à la récidive, souvent de l'incivisme. Mais quand on détruit les biens des gens sans forcément avoir une solution à côté, vous trouvez que c'est de ça qu'il faut forcément quand on parle de rigueur dans la gestion? Vous dites, je suis déçu que vous, intellectuels, journalistes, que vous puissiez prononcer les mots du genre quand on détruit le bien des gens. Mais il y a eu des casses. Oui, il y a eu des casses. Mais encore faudrait-il que... Alors qu'on n'avait pas prévu à l'époque. Non, il y a eu des casses. Une alternative à l'époque. Non, je ne rentre pas dans le secret des dieux, mais tout ce que je sais, les casses qu'il y a eu, est-ce que ces bâtiments avaient été érigés en considération de la réglementation en vigueur? Mais non. La mairie percevait quand même des tasses. Mais oui, mais vous savez, c'est ce que je dis. C'est un tout. S'il y a un individu indélicat qui délivre des autorisations fantaisistes pour empocher de l'argent, ce n'est pas la démarche orthodoxe du gouvernant lui-même. Et le jour où on se fait prendre, on ne peut pas arguer du... Nul n'est censé ignorer. Donc c'est le citoyen qui va finalement payer le prix de l'inconséquence des responsables au niveau des autres. Nul n'est censé ignorer la loi. Quand je veux construire, moi par exemple, je ne suis pas architecte, je vais chercher un architecte pour m'élaborer, pour m'ébaucher un plan. C'est le rôle de la mairie. Puis après, je vais chercher l'autorisation, le permis de construire. D'accord. Mais dès que je suis autorisé, vous savez ce que après des années après, on vient me casser. Votre angélisme et votre naïveté me plaisent bien. Et vous savez, sur le terrain, vous savez bien ce qui se passe. Vous allez chercher une autorisation. D'accord. Il y a le contrôleur qui vient sur le terrain, peut-être... vous le filez quelques billets de 10 000 francs, il se tait, et c'est le plan du départ qui n'est pas observé. Et quand un rigoriste arrive, c'est tout à fait normal que la loi... Vous le savez ce que vous faisiez en train de faire, que vous transgressiez la loi. En complicité avec la mairie, puisque la mairie fait ce... Ne dites pas avec la mairie, avec des individus indélicats travaillant à la mairie. Mais la mairie ça engage la mairie. C'est la mairie. Quand je vous dis... Vous m'avez reçu aujourd'hui en tant que journaliste représentant votre société. Mais vous êtes un responsable. Tous les actes que vous posez n'engagent que vous. C'est vrai que la mairie ne pourra pas se déresponsabiliser des actes que vous... ne pourra pas se désolidariser des actes que vous entreprenez au titre de la mairie. Mais ceci dit, on trouvera certainement chacun, n'est-ce pas, payera le prix fort pour ce qu'il aura entrepris au nom d'une structure des actes qui sont indignes finalement. Parce que la fraude, si le fonctionnaire de la mairie encourage cette fraude, il en paiera le prix un jour ou l'autre.
Vous savez que vous parlez tantôt des exploits de Modeste Oboula à Dantokwa, mais vous constatez que, étant donné qu'on n'avait pas prévu une alternative, aujourd'hui, on chasse les gens, on détruit sans doute les marchandises, et puis les bonnes dames reviennent toujours occuper l'espace. Mais pourquoi cet état de choses continue, malgré tout ce dont vous parlez? Voilà, en tant que politique et en tant qu'un habitant aussi de Dantokwa, c'est ce qui m'a désolé un peu dans la démarche de Teboula. C'est-à-dire ne pas anticiper, ou du moins offrir une réelle alternative. Des mesures d'accompagnement. Des mesures d'accompagnement à ces dames. C'est ce qui a un peu, n'est-ce pas, dérangé dans la démarche de Teboula. La rigueur imprimée, parfaite. Extrémisme. Ceci dit, vous savez, au départ, les gens, c'est pas là où on a de là où on a déplacé les gens, ce n'était pas des marchés proprement dits. C'est des gens qui se sont auto-installés et qui ont cru avoir légitimé cet emplacement parce que simplement il y a des redevances qu'elles payaient. Vous savez, ces personnes, quand le percepteur arrive devant vous, n'importe qui entreprend une action commerciale se doit de payer. Même les femmes ambulantes, les vendeurs ambulants aussi payent des redevances. Vous en profitez Ça en tant que chef quartier, est-ce que vous en profitez? Non, nous n'en profitons pas. Parce que le chef du quartier n'a pas la latitude de collecter les données publiques. Et d'ailleurs, nous n'avons pas souvent, pratiquement jamais été impliqués, associés dans la perception. Vous n'avez jamais plaidé pour des cas de bonnes femmes qui soient venues vous voir? Absolument, c'est notre rôle premier. Et si vous vous renseignez bien, vous verrez que même avec Teboula, l'ex-préfet Teboula, et encore plus avec le préfet intérimaire, Jean-Claude Koudia, que je salue respectueusement au passage. Mais qui met également les pieds dans les pieds de... pas du tout. Qui met les pas dans les pas de Teboula. Même si ce n'est pas la même manière. Non, je suis un témoin privilégié pour vous le dire, pas du tout. Oui, sa méthode, par rapport à la méthode de l'ex-préfet Teboula. Je peux dire que je suis vraiment en phase avec la méthode de Jean-Claude Koudia. Comment? Parce que simplement, il prend la peine. Il n'y a pas cet individu qui arrive aujourd'hui à la préfecture et qui veut introduire des doléances qu'il ne reçoit pas. Et dans des délais les plus courts. Si vous voulez, on fera l'expérience. À l'issue de cette... Je l'appelle, vous verrez. Il me dira peut-être passez ce soir, passez demain. Donc c'est quelqu'un qui est à l'écoute quand même des revendications, des doléances des populations. Et je peux vous dire, la dernière fois qu'on a repris les déplacements, il a donné expressément des consignes. La mairie a aussi s'est impliquée avec la nouvelle équipe. Je salue au passage le deuxième adjoint avec qui j'ai pris souvent, en la personne de M. Adjabouni Kassien, et ils ont été avec le CA du 8e, M. Baguidi, que je salue aussi également, et qui ont pris les taureaux par les cornes. On a identifié des endroits, quand bien même ce n'était pas viabilisé, et ils font des efforts monstres aujourd'hui pour accélérer les travaux afin qu'on puisse reloger décemment ces bonnes femmes qui sont en train d'être déplacées des emplacements qui n'étaient pas les leurs. Ces emplacements se sont érigés de façon illégale. Et aucun pays en développement ne saurait souffrir de tel comportement. La nature a du vide, et puis si les gens occupent ces espaces laissés juste là, et puis pour gagner un peu pour le quotidien. On peut aussi occuper la rue qui passe devant chez vous. Non, vous dites la nature. On sait que c'est une rue. Non, vous dites la nature a horreur du vide. Non, mais là, nous sommes dans un marché, et puis on sait que dans un marché, même les tout petits espaces, on peut peut-être... Surtout que les gens paient des redevances. C'est surtout cet aspect de la chose. Non, disconvient pas. C'est vrai, moi je ne suis pas... C'est vrai qu'il y a du laisser-aller du côté des gestionnaires de la chose publique en la matière. Mais ceci dit, souffrez que quand même à un certain moment, que quelqu'un qui veut faire observer strictement la loi puisse y arriver. Et
moi, j'ai constaté en tant que témoin privilégié de la chose, je sais que on ne saurait arriver. Le Béninois aujourd'hui ne comprend malheureusement que par la manière forte. Est-ce que c'est cette manière forte qui a prévalu? Nous allons glisser au niveau de la mairie de Cotonou, où il y a eu, depuis l'arrivée de la nouvelle équipe, beaucoup de licenciements, de gens relevés de leur poste, et puis on s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé en tant que... J'aurais aimé que vous alliez un peu plus loin dans vos investigations, parce que ça ne date pas de maintenant, ça ne date pas de l'aide l'IADI aussi. Et je suppose que le phénomène s'est amplifié avec le népotisme, avec la complaisance qu'observait la gestion du maire Léadi à l'époque, le maire Léadi Soglo. Je vais dire, et moi je parle ma langue dans la poche, je lui dis les choses telles que je pense. Vous êtes venu apporter un coup de balai à la mairie après le départ de Léadi. Mais justement, la gestion du maire Léadi, qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Je ne souhaiterais pas que vous expédiez les sujets. Puisque vous avez rapidement ouvert la parenthèse, vous avez parlé de complaisance et tout. On observe simplement qu'il y a eu une pléthore, n'est-ce pas, de gens qui ont été engagés, issus des faux diplômes, il y a de la complaisance, c'est-à-dire c'est des amis, c'est des parents, et on engage à tout va. Vous allez dans des bureaux, il y a des gens qui n'ont même pas de fonction réelle. Allez-y, amusez-vous à passer de bureau en bureau. Et ils sont les uns sur les autres comme des souris, et on ne sait même pas des fois qui fait quoi. Alors, donc, à un moment donné, il faudra apporter quand même une autre démarche de gestion, et ça amène à quoi? Voilà, vous allez délivrer, vous êtes responsable d'acte civil. C'est vous qui le faites. Il y a quelqu'un qui doit recevoir ça. Et pourquoi la personne qui fait l'acte civil ne peut pas recevoir en même temps? Bon, à ce moment-là, forcément, il faudra comprimer, il faudra essayer de faire le tri et voir quels sont les besoins réels en personnel de la mairie. Mais il y a eu des gens qui ont été relevés sur des questions d'humeur, on dit manque de respect à l'autorité, de subordination. Je crois que pour des gens dépositaires de la gestion d'une aussi grande structure, il ne serait pas bien d'étaler tous les détails de ce qui se passe à l'interne, à la place publique. C'est vrai, c'est les raisons qui ont été évoquées, mais il faut aller voir ce qui se passe. Évidemment, personnellement, je n'aurais pas je ne serais pas allé aussi vite en besogne, mais c'est tellement que l'autorité en place a estimé probablement, et parce que je ne suis pas au fait de tous les détails, moi non plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'on en arrive là? Et je ne crois pas que c'est une seule personne qui décide de ce genre de choses. C'est toujours un collège de gouvernants qui s'asseye et qui essaye de voir, et c'est le rapporteur ou celui qui est le responsable qui dit les choses. Donc, je ne crois pas que ça s'est fait comme vous le pensez. Et j'espère que les jours à venir les gens aussi ont pensé que, est-ce que c'est parce que votre équipe s'installe, ou je dirais que la nouvelle équipe s'est installée, qu'on a voulu faire au tutoir pour que je vive, mais donc on balaie certains, et puis après, on ramène les siens. Est-ce que c'est pas dans cette... La SG a été dévoyée, ou du moins a été enlevée. La SGA également, l'ancien directeur de la DST. Mais vous voyez qui les a remplacés? C'est des gens qui étaient dans la structure depuis fort longtemps. Ce sont leurs adjoints, ce sont des gens aussi qui maîtrisent tant soit peu le travail, les missions qu'on leur confie. Donc on n'est pas allé chercher des gens inconnus venus d'ailleurs. Sinon, s'il y en a, très peu. Pour ce que je sache, il n'y a que le directeur des affaires domaniales, du service juridique, qui soit, même elle était déjà même là à l'avènement de l'ex-maire Isidore Yonfou. Donc c'est toujours des gens qui ont toujours
été dans le sérail municipal. Donc Est-ce ils que ne vont c'est pas vrai chercher parce les arrières. qu'aujourd'hui, ils se retrouvent sous le nom du baobab, qu'ils ont cette Mais facilité? ce n'est pas forcément aller leur demander leur couleur politique. Ce n'est pas des gens qui sont forcément... Il y en a qui sont apolitiques, il y en a qui sont de l'opposition. Avec cette longue absence du maire, le Cartopo, à la mairie de Cotonou, qu'est-ce que ça a eu comme C'est quelque impact? chose que je déplore fortement. Et je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. Mais j'aimerais quand même adresser à son endroit, mon cher ami, monsieur le maire Lucas Topo, reposez-vous bien. Parce que ce qui vous tombe là-dessus, malheureusement, on ne le souhaite point à qui que ce soit, mais ça a besoin de repos, ça a besoin de moins de tension. Est-ce que ça impacte, et ça impacte forcément la gestion municipale. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je le dis fort et haut, nous avons, à part parmi les 3 agents aujourd'hui, qui n'ont pratiquement aucune expérience de la décentralisation, nous avons un autodidacte en la personne du 2e adjoint qui fait que j'apprécie beaucoup pour sa pondération, pour son opiniâtreté et puis son adaptation à la chose. Il a une façon réactive très adaptable. Vous voulez dire qu'il y a que des novices? Non, je ne le connaissais pas. Visiblement, c'est votre ami. Non, je le connais. Je suis encore plus ami à monsieur le premier adjoint, monsieur Randis, qui est un grand frère, que je connais de très longue date. Qu'est-ce qui s'est passé pour au niveau de votre formation politique, on prend des novices? Qui est aussi, paraît-il, mal en point aujourd'hui. Je lui souhaite également un prompt rétablissement. Et malheureusement, ça bloque aujourd'hui la gestion municipale. Le maire absent, le premier adjoint absent. Et puis, il n'y a pas, pour vous donner une petite preuve, les affaires domaniales aujourd'hui sont pratiquement bloquées parce que la délégation de pouvoir qui tombe de facto à monsieur le premier adjoint, qui est aussi malade, ça fait pratiquement 6 mois, 5 mois, qu'on ne signe plus pratiquement les actes. Est-ce que ça ne craint pas pour la suite? Mais ça craint évidemment le blocage d'une aussi grande structure que la mairie de Cotonou. Ça craint. Et je crois qu'ils sont à pied d'œuvre, les bien-pensants de la politique municipale. On n'a pas compris quelque chose. Le maire, Lucas Topo, c'est vrai, il est revenu au pays, de la maison, et puis il signe un acte pour empêcher les femmes de marcher. Après, le lendemain, il revient sur l'acte. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais attendez, quand vous dites... monsieur le journaliste... Bon, pour interdire toute manifestation, publique. Attendez. Et puis, à la veille d'une marche, il a reçu, et après, je suis maire. Il fait une dérogation? Non, je suis maire. Oui. J'ai reçu jusqu'à nouvel ordre des consignes étatiques comme quoi il n'y aurait pas de rassemblement. Alors, quand je reçois une doléance de rassemblement, c'est fort normal que les consignes que j'ai reçues, qui sont encore valables, qui sont encore opportunes, je ne vois pas pourquoi j'autoriserais une marche. Mais il y a une contradiction avec le préfet. D'accord. À moins qu'il n'y ait... Mais parce que les courriers, l'échange des courriers ne s'était pas fait en temps utile. Ce n'est rien que pour ça. Donc c'était tout à fait normal que à brûle pour point, que le maire, n'est-ce pas, fasse respecter les consignes gouvernementales qui ont été préconisées jusque-là. Mais quand il s'est rendu compte que la même hiérarchie qui lui aurait introduit ces consignes, se dit, ah oui, avec un certain, voyez la chose, avec un certain encadrement, ça pourrait se faire, parce qu'on taguerait tout de suite les gens de vouloir bâillonner l'opposition. Ce n'est nullement le cas. Et d'ailleurs, je remercie les usagers du marché qui n'auront pas participé réellement. J'étais à l'encadrement. J'ai suivi la marche. Et aucun des administrés, des usagers du Tantopa n'y était. Ils ont implanté... Donc c'est une politique que vous avez mis en place pour empêcher... Non, pas du tout. Les femmes du marché. Moi, personnellement, vous savez, je ne suis pas un fan de talent. Mais je suis très admiratif
Vous êtes membre de la mouvance présidentielle. Je suis membre de la mouvance présidentielle. Vous ne pouvez qu'être admiratif. Non, non, pas du tout. Mais c'est ce qui me déplaît. Vous avez tout fait de généraliser le concept, la pensée politique de tous. Mais non, moi je suis pas venu en politique forcément pour plaire à quelqu'un. J'ai adhéré au progressisme en toute connaissance de cause. Et ça, ce n'est pas l'apanage d'une personnalité, d'une personne, non. Le progressisme est un idéal. Et je peux créer mon courant à tout moment au sein même de l'Union progressiste quand je me sentirai peut-être en déphasage avec certains responsables de l'Union progressiste, même avec le président. Mais ce que je dis ici, je suis de la mouvance présidentielle parce qu'à 95%, moi j'adhère, n'est-ce pas, aux réformes qu'impulse le président Talon aujourd'hui. Et les réalités sont là, palpables. Ce n'est pas du dithyrambique, ce n'est pas de la poudre aux yeux, pas du tout. Ça fait une soixantaine d'années que je suis né, je n'ai jamais vu Djonké dans cet état. Je n'ai jamais vu la haie vive, la patte droite dans cet état. Moi je dis bravo, il y a eu des gens qui sont passés. Si tant est que le président aura commis des impairs, mais la gouvernance est une continuité, d'autant réagir dans une infrastructure un peu plus grande que les ruelles de Cotonou. Oui, d'accord. Mais quand vous dites les ruelles de Cotonou, qu'est-ce qui fait mon bonheur à moi? Cherchez à comprendre le bonheur des gens que vous administrez. Aujourd'hui, quoi que vous dites, vous rentrez dans le marché, je vous dis, ah oui, j'aime pas Talon parce que je ne trouve pas à manger, l'argent ne circule pas. Mais je reconnais quelque chose, il change le visage de mon quartier. Il est en train de changer le visage du Bénin. Est-ce que ça suffit pour faire le bonheur des populations? Mais non, mais je poursuis ce que je dis. Je dis, venez. Et à bruit pour point, on va questionner les dames. Mais je lui concède encore. Elles ont fait, mais elles sont heureuses. Elles disent, mais non. Elles ont fait, mais elles sont heureuses, comme l'a dit. Le bonheur est relatif, je vous assure. Non, je marche dans la rue, et puis j'ai la lumière dans ma rue, et puis bon, je suis heureux. Je ne fais pas la promotion du talent. Et je n'en ferai jamais pour quelqu'un. Moi, je veux établir mes dires sur des faits. Et ce que j'entends, et ce que je vis. Et je vous dis, vous venez dans mon quartier, on va interroger les bonnes dames de manière surprenante, pas surprise. Et on va vers eux, vous choisissez n'importe qui. Elles vous diront, oui, nous souffrons, mais nous lui accordons encore le crédit de changer encore plus le visage de mon environnement. Et ça, c'est ce que j'entends tous les jours. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Pendant que des activités certaines activités sont paralysées à la mairie, et que le maire n'est pas totalement disponible, mais il a eu quand même du temps pour réagir promptement par rapport, curieusement, à l'interdiction d'une manifestation, alors même que certaines activités sont aujourd'hui paralysées au niveau de la mairie. Même quand vous dites ça, moi j'ai cru comprendre, selon des indiscrétions, que c'est le président même qui aura ordonné cette marche. Ah bon? Oui, c'est le président même qui a avalisé cette marche. Non, je peux vous surprendre. C'est de son ressort. Non, mais c'est-à-dire... La marche... Mais c'est de son ressort du premier conseil de la République. C'est de son ressort. Ça lui incombe. Après tout ce qui... Qu'est-ce que les gens avaient forcément besoin de son avis? Qu'est-ce que vous reprochez finalement? Est-ce que les gens avaient forcément besoin de son avis? On est dans un pays démocratique et puis bon, une manifestation publique... Encore que la marche, c'est une déclaration de marche. Vous aimez l'anarchie, vous voulez encourager l'anarchie. Dans quel pays il n'y a pas de comportements érigés en référence? Mais non. Donc, nous, c'était la validation du chef de l'État, donc il n'y aura pas eu marche. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, selon des indiscrétions, j'ai cru comprendre que c'est le président même qui a même avalisé au finish cette marche. Et quand vous dites, tant que l'interdiction de se réunir en nombre conséquent demeurera, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, qu'un maire, qu'un CA, chef d'arrondissement, autorise une quelconque marche. C'est un processus, c'est une procédure administrative qui est le chef de l'État, donc tu fais une dérogation au finish. Je n'en sais rien. Ce n'est pas une dérogation. Il y a eu des gens, il y a d'autres personnes qui ont marché, mais quand on se dit qu'il y aura marche et qu'il y aura des milliers
de personnes, alors que la Covid-19 sévit. Mais non, attendez. Mais le marché fonctionne. Mais non, soyons sérieux. Le marché fonctionne. Il y a des milliers de personnes qui vont dans ton pas aussi. Vous le dites. Vous avez même des pays plus développés que nous prennent des mesures beaucoup plus dictatoriales. Mais qu'est-ce que le gouvernant joue aux équilibristes. Si Talon, et je le remercie, il a jugé qu'il ne fallait pas fermer les marchés et qu'on pouvait, avec des conseils, avec un certain encadrement, apporter une certaine atténuation au mal qui sévit, au fléau qui sévit aujourd'hui de par le monde. Mais aujourd'hui, on salue, on a reconnu son leadership dans la matière, un peu partout dans le monde. Moi, je dis, vous savez, nous avons une économie informelle. Nous avons des gens qui vivent au jour le jour. Comment vous pensez que ces mesures venues d'ailleurs pouvaient être imposées au Bénin, par exemple? Un confinement intégral. Mais non, apparemment, vous le lui reprochez et vous voulez lui... Excusez-moi. Vous voulez lui opposer le fait qu'on aura autorisé, laisser les marchés ouverts et comme ça, on peut laisser... la pagaille s'organiser. Ce n'est pas ce qui se dit. Puisque vous parlez de milliers de personnes pour la marche, on a dit dans les marchés aussi, on en a autant. Une marche ne vous donne pas à manger. Une marche n'est pas une attitude vitale. La liberté d'expression. On n'a jamais, non, ne faites pas la confusion. C'est aussi un droit autant que le manger. Monsieur les journalistes, ne faites pas la confusion. Et vous devez nous accompagner, tous les gouvernants d'ailleurs, dans le sens d'une certaine objectivité qui apporte au finish un certain mieux-être dans ce pays. On ne peut pas, n'est-ce pas? Et moi, j'ai toujours été contre le fait de vouloir importer des mesures d'ailleurs, des comportements d'ailleurs, au mépris de nos réalités intrinsèques. Moi, je vous dis simplement, tout n'est pas parfait au Bénin. Tout n'est pas parfait, tout ne sera jamais parfait dans les initiatives mais en tant qu'autodidacte, en tant que veilleur, en tant que témoin privilégié, à la base, je vis avec la population, je suis dans la population, je vis les mêmes choses que mes usagers. Je dis qu'il faut avoir des actes responsables. Vous pouvez être mon ennemi et quand vous posez des actes qui sont salutaires, qui sont nobles, qui sont dignes, je félicite et je vous accompagne, quitte à bonifier la chose. Je souhaiterais qu'à l'avenir, si vous avez des observations à faire pour peaufiner la chose, qu'on y aille. Dire aujourd'hui que Talon ignore les droits de tout un chacun, tant mieux. On en a dit autant que Yahi était là. On en a dit autant parfois quand Soglo était là. Donc moi, je souhaiterais qu'on aille à l'essentiel, qu'on puisse travailler dans le sens que le collectif trouve ses intérêts. C'est ça qui m'importe. Et ce que Talon me présente, le président Talon aujourd'hui me présente, j'essaie de prendre ce qui est bien. Et quand ce n'est pas bon, étant donné que j'ai la discipline du groupe, je vais à l'interne, j'en discute. Voilà, vous ne savez pas, je ne peux pas étaler à la place, sur la place publique, ce qui me contrarie énormément dans la gestion du Talon, par exemple. Mais quand on se voit en échange interne, nous apportons, n'est-ce pas, nos différences, ce qui ne va pas, ce que nous, on pense qu'on ne va pas, et des solutions des propositions de solutions qu'on peut avancer pour que ça aille mieux. Et c'est ça que on va justement parler de votre groupe, votre parti politique. On a parlé tout à l'heure de la gestion de l'équipe du maire Luc Atropo, mais avant, il avait été désigné. Et comment est-ce que cette désignation a été faite? Il y a eu des grincements dedans. Personnellement, en ce qui vous concerne, vous, est-ce que vous pensez que Luc Atropo était le meilleur candidat? Est-ce qu'il n'a pas été imposé? Vous savez, c'est l'une de mes récriminations, ça, par rapport à la réforme partisane. Parce que, finalement, on inclut là-dedans. Mais quand vous dites que Luc Atropo est une personne bien, vous êtes une personne bien. Et quand plusieurs personnes disent « Ah oui, vous pouvez faire le travail », bon, on l'a vu à Leva Boycon,
on l'a vu à l'œuvre à l'ANCB, on l'a vu à l'œuvre un peu partout. Bon, et moi, c'est pas une histoire de personne pour moi. Mais la manière dont ça a été fait me laisse sur ma faim. Moi, je suis foncièrement contre. La désignation. Qu'on désigne les maires. Je suis foncièrement contre et je serai toujours contre. On ne respecte pas. C'est antidémocratique. Et je le dis haut et fort. On ne respecte plus, n'est-ce pas, on ne respecte plus le suffrage universel à ce niveau. Parce que quand c'est un président de parti qui doit désigner un maire, je vous dis, c'est un président assez dangereux. Parce que vous, monsieur le président, vous donnez trop de force à ce président de parti. Tout le monde est obligé de faire la coubette. Tout le monde est obligé. Parce qu'il n'était pas votre candidat de cœur ou... Non, pas du Louis Katoko est un ami. Mais j'ai travaillé avec l'ex-maire Isidore Yonfou. On était sur la même liste. Vous auriez voulu que Isidore Yonfou reprenne son fauteuil? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Celui-là, au moins à Cotonou, on le connaissait déjà. Il est pétri, il est plus petite expérience que Louis Katoko. Je ne dis pas qu'il est meilleur forcément que Louis Katoko, qui est un ami que je respecte et que j'admire également. Moi, je vous dis, ce n'est pas une histoire de personne. Je souhaiterais simplement qu'on respecte, n'est-ce pas, le suffrage universel. Et ce faisant, moi je dis, Monsieur le Président, nous avons failli en la matière. Cette loi, cette disposition qui donne le pouvoir au parti, qui à la veille des élections municipales, à la veille des désignations ou bien de l'élection des maires. Vous pensez que c'est notamment à cause du maire Lucas Tropo que cette révision a été faite? Est-ce que vous êtes d'avis avec cette perception? C'est fort possible, mais je ne crois pas quand même. Pour qu'un seul individu, vous me demanderez ça en aparté, je vous dirai mon opinion personnelle. Mais il faut faire attention sur la place publique. Est-ce que c'est objectif de dire qu'avec, au nom d'un seul individu, qu'on puisse imposer, qu'on puisse ériger une loi. On a interprété. Il y a eu des mecs qui ont été élus. Il y a des mecs qui ont été élus. Et après, on a dû interpréter la loi pour que certains soient désignés. Vous êtes contre la désignation, mais vous êtes quand même de l'Union progressiste. C'est ce que je vous dis. Vous avez des représentants à l'Assemblée. Je me permets exceptionnellement de m'étendre sur le sujet. Parce que c'est quelque chose que j'ai réprouvé et que je n'accepterai d'ailleurs jamais. Vous avez été entendu à l'interne? Je crois que ceux qui ont encouragé cette décision sont en train de voir aujourd'hui ce que ça génère sur le terrain. À Cotonou, où Lucas Tropo a été désigné, est-ce que vous pensez que finalement on a su colmater les brèches pour que véritablement on puisse travailler en collaboration? Oui, absolument. Il y a un travail qui se fait en interne pour apporter l'adhésion totale à toute l'équipe. Je pense qu'il y a une solidarité de groupe qui est en train de se faire. Il y a eu un travail interne, il y a eu des échanges, il y a eu des réunions pour voir comment on peut consolider. L'Union progressiste attend, Bichula n'a pas encore désigné son candidat pour la présidentielle de 2021. Vous êtes sûr? Puisqu'on ne connaît pas officiellement. Vous êtes sûr? Officiellement. Non. Attendez, non. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nous sommes de la mouvance présidentielle. Et quand vous interrogez les uns et les uns, vous savez déjà quel serait mon choix, par exemple. Et parce que j'ai dit à 95%, j'abonde dans le sens des réformes impulsées par le président Talon. Mais donc l'Union progressiste à 95% est déjà... J'en sais rien pour les choses, pour les autres, mais vous interrogerez n'importe quelle mouvance que ce soit de Mouel, que ce soit du BR, que ce soit du Parti républicain, que ce soit du Parti progressiste, vous verrez que c'est pratiquement, on converge à la désignation de notre candidat qui est l'actuel président, le président sortant. Mais pourquoi vous ne faites pas une déclaration officielle? Parce qu'on a vu les autres quand même se prononcer officiellement sur la question. Pourquoi l'Union progressiste, cela reste encore... Vous savez, moi, j'aurais été l'une des premières personnes à ne pas approuver cette démarche anticipative. Sur les réseaux sociaux, j'ai défendu cette posture. J'ai dit, mais non, parlons d'abord de ce que notre président aura accompli. Faisons le bilan des 5 ans. Le temps passe.
On est à quelques mois de la faisons le bilan des présidentielle. 5 ans. Et à l'issue de ce bilan, nous allons sacrifier aux bonnes mœurs d'un grand ensemble qu'est l'Union progressive, c'est-à-dire rencontrer les militants à la base et demander leur avis. Un groupuscule ne peut pas s'ériger, n'est-ce pas, représentant, quand bien même c'est de règle, il ne peut pas aller se présenter à la télé et dire oui, nous sommes pour la désignation du président. Quand bien même ce n'est qu'une formalité à faire, il faudra absolument qu'on consulte, qu'on sacrifie aux règles les plus élémentaires, qu'on observe le règlement et les règlements intérieurs de ce parti. Ce qui revient à consulter d'abord la base, qui va donner son aval, que les représentants se chargeront de divulguer à la face. Est-ce qu'on ne prend pas trop de temps? La présidentielle, c'est en avril 2021. Oui, si vous estimez, mais moi je n'ai pas encore vu. Aujourd'hui, cette démarche formelle dont vous parlez. Aujourd'hui, quand vous dites que c'est. Et pour l'opposition. Pas vous intéresser, pas vous intéresser. Mais pourquoi vous voulez. Uniquement l'opposition quand il Non, mais. Est-ce que l'opposition, jusqu'à présent, à part Ivo, que je ne considère pas quelqu'un de l'opposition, je sais que c'est quelqu'un aussi. Non, il n'est pas de la mouvance que je sache, mais je ne dirais pas que c'est un opposant classique, comme puisqu'il n'a pas de parti. Il n'y a pas d'opposant classique et opposant non classique. Non, classique, je veux dire. Excusez-moi. Un opposant, pour moi, quand même, est issu d'une famille. D'une famille qui peut le porter. Aujourd'hui, si aucun parti... Parti Salon n'était pas issu d'une famille. En 2007, Parti Salon n'était pas issu d'une famille. Les choses ont changé aujourd'hui. Donc, quand vous dites, nous avons une nouvelle constitution, je ne dis pas qu'elle est meilleure que l'autre, qu'elle n'est pas... Je ne sais pas, c'est mon problème. Oui, mais même avec cette nouvelle constitution, on n'est pas obligé d'appartenir à un parti politique pour les élections présidentielles. Je respecte les lois de mon pays, la constitution de mon pays. Si aujourd'hui c'est cette constitution qui est en vigueur, nous devons strictement respecter, n'est-ce pas, les clauses. Ce que je dis aujourd'hui. Et si vous me demandez si c'est trop tard ou pas, je pense que, évidemment, de par le passé, on n'a jamais connu une présidentielle pareille. C'est-à-dire que ni l'opposition, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment des candidats encore déclarés. Mais le constat qu'on fait sur le terrain, c'est un cheminement. Le constat qu'on fait sur le terrain, l'Union progressiste n'a pas officiellement dit Parti Salon est notre candidat, mais pourtant, au niveau des petites cellules qui se mettent en place déjà avec plusieurs formations politiques de la mouvance, on remarque quand même qu'une fois présent de l'Union progressiste, tant Union progressiste, le républicain, moi le Bénin. Donc, vous ne dites pas officiellement que Parti Salon est votre candidat, mais vous vous organisez à la base quand même pour quand même préparer sa réélection. Non, vous faites la politique de l'autruche là. Bon, je vous fais une devinette. Et au moins le BA a désigné son candidat, n'est-ce pas? Oui, mais mais nous parlons de vous là. Et là, je suis de l'Union progressiste. Et là, la dernière fois, il n'y a pas 2-3 semaines, nous étions en réunion commune avec le BIA pour la présidentielle. Et vous n'allez pas me dire, en tant que journaliste, que vous n'avez pas été au courant. Nous savons que vous faites ces réunions, mais officiellement, vous ne faites pas de déclarations. Mais en dessous, vous faites des réunions pour préparer la réélection du Parti Salon. C'est quand même curieux. Non, mais parce que quand vous et moi, on est d'accord sur certaines choses, on sait déjà, pour ne pas être en retard sur les dispositions idoines à prendre, on peut mettre certaines choses en place. Mais ceci dit, je vous explique simplement que les dirigeants aujourd'hui, le président Amoussou, le président Zizi Doué, Abraham, ils ne peuvent déroger, n'est-ce pas, expressément, au règlement intérieur de l'Union progressiste. Ils ne peuvent de facto désigner notre candidat de manière officielle sans pour autant, n'est-ce pas, consulter la base. Et ça fait partie des règlements.
C'est vous, la c'est base vous déjà demain. impliquée. C'est vous demain. Non, non. Impliquée déjà dans des réunions informelles, des rencontres informelles. Moi, je vous préparer la dis, réélection. ça se fait et il faut compulser, n'est-ce pas, tous ces bilans, tous ces choix, juste de bas jusqu'en haut, afin de pouvoir dire, effectivement, nous sommes à 75%, nous sommes à 100% d'accord pour que Patrice Talon, pour qu'on fasse publiquement. Sinon, je vous assure, je n'ai jamais vu un progressiste tenir un autre langage, faire un autre choix aujourd'hui. Moi, je dis au fond, pratiquement tous les progressistes sont dans cette optique. On remarque également que... C'est-à-dire, tout au moins, voter utile. Alors, l'utile aujourd'hui... L'autre aspect de la question, c'est la décision du président lui-même. C'est vrai, le BR l'a désigné, vous-même, en tout cas, l'UP serait également dans cette logique, mais le président lui-même n'a pas encore dit « oui, je serai candidat ». Et si finalement il refuse d'être candidat? Ben, écoutez, je fais confiance à son leadership. Hein. Et moi, j'approuve, en tout cas, j'approuve d'ores et déjà beaucoup de cette initiative. Je sais que c'est un homme pragmatique, un autodidacte hors pair. Est-ce qu'il a informé des réunions informelles que vous tenez? Arrêtez de jouer cette comédie, monsieur le journaliste. Mais non, comment ne peut-il pas être... D'ailleurs, il a participé à certaines rencontres. Il est allé à la rencontre du BR. Dans son discours lors de ces réunions, qu'est-ce que vous retenez? Ben, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais qu'il a toujours exhorté les uns et les autres à une certaine objectivité, à un certain pragmatisme et à tout faire pour que ce soit le meilleur d'entre nous qui soit représenté. Et si tant est que je sais au moins confidentiellement qu'il n'a jamais voulu vraiment se représenter. Vous voulez lui forcer la main? Ben, on est obligé de lui forcer la main. Pourquoi? Il est le seul à Parce faire le job? qu'aujourd'hui, moi j'estime que dans nos rangs, il n'y a pas un autre acteur qui puisse poursuivre, puisse continuer dans ce qu'il a entrepris. Au sein de l'Union progressiste, vous ne voyez personne qui peut... Je n'ai pas encore étanché ma soif en ce qui concerne les réformes et ce qu'il faudrait faire pour vraiment asseoir durablement ce qu'il a initié. Donc, moi, personnellement, j'estime qu'il faudra quand même lui accorder au moins 5 ans encore. Moi, sincèrement, si vous me demandez mon avis, hein, je dirais 50 ans. Hein. Si ce n'est pas lui, non, moi, je rigole, oui. Je rigole. Et je suis un vrai démocrate. Hein. Si ce n'est pas lui, que ce soit quelqu'un de sa trempe, quelqu'un vraiment qui est bien orienté, qui a dans le développement, c'est-à-dire qui a le souci de développer. Oui, mais finalement, la réforme du système partisan, quand on fait une réforme de cette envergure et que finalement on a des partis qui se disent grands partis du pays et qui ne peuvent pas désigner des candidats en leur sein pour gérer le pouvoir d'État, est-ce que ça ne pose pas un problème? Mais attendez, nous avons un leader qui a à lui tout seul initié déjà le regroupement des partis et qui a initié la réforme partisane et qui est encore en bonne santé, qui est encore en droit de remplir un second mandat. Ça a tourné annonce les couleurs. Mais non, ne mélangeons pas les choses. C'est-à-dire, nous voulons toujours... Ah, je vois que vous êtes de l'opposition, vous. Mais ça me fait plaisir. Mais comment l'opposition? J'ai au moins un contradicteur devant moi. Mais comment c'est journaliste? Mais non, ce que je vais dire, la tournée, c'est autre chose. Moi, je le prends pour autre chose. C'est, pendant longtemps, vous avez reproché au président Patrice Talon, il est toujours dans son bureau, il est toujours dans Mais lui-même, il a dit sur le terrain, il regrette n'avoir pas été très tôt sur le terrain. Mais voilà, lui, il a estimé, n'est-ce pas? Il sait qu'à un certain moment, lui-même le dit qu'il est impopulaire. Il a dit, il sait que avec le temps, en faisant ses preuves, il serait dans une position de dialoguer avec son peuple. Et il a estimé que c'est le moment
le moment de la reddition des À comptes. quelques mois de la présidentielle. Il est surpris que Comme les par résultats... hasard, c'est ça, vous voulez dire. J'adore les insinuations, mais dites les choses par leur nom. Et analysons les choses de manière... C'est peut-être un timing qui lui appartient. Et je lui dis ici, si tant est que c'est effectivement pour rempiler qu'il est en train de faire, j'ai dit chapeau, parce que quand il y a les faits qui peuvent être interprétés différemment et de manière crédible, je lui dis son chapeau d'être aussi intelligent, n'est-ce pas? Mais moi, je crois quand même qu'objectivement, cette tournée lui sert peut-être de prendre de nouveau la température du peuple en lui délivrant en lui délivrant tout ce que, en faisant un bilan avec les... Vous allez voir quand même que c'est les élus locaux quand même qu'il est parti rencontrer. Ce n'est pas forcément la population. Mais vous constatez quand même qu'à chaque descente dans chaque commune, il y a un chapelet de problèmes. Et puis, vraiment, on a l'impression que les fruits n'ont pas véritablement tenu la promesse des fleurs. Et le président continue de faire des promesses. Les présidents continuent. Quand je suis un président et j'arrive, vous me dites que vous n'avez pas de l'eau à boire. Vous voulez que je vous dise quoi? Que vous allez rester tel quel? Encore dans 10 ans comme ça? Après plus de 4 ans de gouvernance, à 5 mois de la fin de Mais votre quand même, mandat, excusez-moi, et que nous n'ayons toujours pas de l'eau à boire. Son bilan plaide quand même en sa faveur. C'est vous qui le dites. Non, mais allez sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain. Justement, vous avez dit que vous êtes d'accord à 95%, les 5%. Qu'est-ce que vous y voyez du noir? Président Talon, moi je vous le dis en face, moi je suis un opérateur économique et ça c'est purement personnel. Bon, je n'ai plus, je le lui dis, comme ça dans les yeux, depuis 5 ans, je n'ai pas eu la chance d'avoir de nouveau... Qu'est-ce qui s'est passé? D'avoir de nouveau un marché. Vous soumettez vos dossiers aux appels d'offres? Oui, j'ai souscrit aux appels d'offres et tout, mais bon, ça n'a pas prospéré. Bon, parce qu'il y a des conditions. Mais vous n'êtes pas du bon côté, même en étant de la mouvance présidentielle. Non, il y a des conditions que j'avoue que je ne remplis pas exactement. Bon, je trouve ces conditions quand même un peu beaucoup plus strictes qu'avant, que je ne remplis pas peut-être. Mais ceci ne m'empêche pas quand même d'apprécier de manière objective les 85-15%. Oui, est-ce que quelque part, par rapport à ces marchés, est-ce que quelque part, comme certains le disent, est-ce que c'est parce qu'il y a un certain groupe qui ont mis la main, qui ont fait mise il faut le dire, les choses par les noms. Pourquoi vous hésitez à le dire? Les mêmes mis sur les si marchés. On constate qu'il y a juste un certain groupuscule qui s'accapare. Est-ce que vous qui êtes dans le secteur, est-ce que vous avez constaté ça? C'est l'impression que ça peut donner. Non, est-ce que c'est l'impression que ça vous donne? J'ai jamais... je dis toujours ce que je pense. C'est l'impression que ça a dû donner. Mais ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, les prérogatives de gouvernance que lui... Mais est-ce que c'est normal, que cela soit le cas, que ça donne cette impression sous son régime, qu'on a l'impression que les marchés sont entre les mains d'un certain nombre? Parce que vous pensez que ça n'existait pas auparavant. Donc ça doit continuer, c'est parti salon. Vous savez, moi je vous dis, on me nomme ministre aujourd'hui, je connais M. Arnaud, qui m'est sympathique et qui est certainement très technique et qui fait bien son métier. Je connais Arnaud. On a déjà des échanges. Vous pensez que je ne vais pas appeler Arnaud pour occuper le poste de communicant auprès de moi? Ça, on n'y peut rien. C'est l'apanage humain. Oui, aujourd'hui, on a l'impression que les pays sont plus importants. Et dans tous les pays, parce que simplement, on est sûr que celui qu'on désigne pour encadrer les choses mènera à bien. Parce qu'il est expérimenté, parce qu'il a de la rigueur, parce qu'on lui reconnaît des qualités certainement à ce moment-là. Mais je dis, c'est pas parce que moi je ne trouve pas mon intérêt que l'intérêt collectif ne trouve pas son intérêt. La preuve, il y a eu des projets qui se mènent à bien. La preuve, il y a eu un certain recul de la corruption dans les sphères étatiques. Monsieur Hamzat, les internautes aimeraient mieux vous connaître au-delà de la vie politique. J'évite le plus possible d'exposer, outre ma personne, ma vie familiale.
Ben, je suis un homme marié, heureux en ménage et avec 7 enfants. Des garçons, des filles? Ben non, j'ai quatre filles, hein, même 5 et 2 garçons. Est-ce que les enfants déjà sont déjà de certain âge ou qui s'intéressent déjà à la vie politique comme vous ou ils sont beaucoup plus encore... Non, qui s'occupent déjà de leur propre on s'occupe d'abord de leur éducation. Et ils n'ont encore rien à faire en politique. Si tant est que la gestion de la chose publique les intéresse, ce sera en son temps. Pour le moment, non. Qu'est-ce qu'ils pensent de vos activités politiques? Est-ce que vous vous débattez de ça avec eux? Ben, ils sont très fiers parce qu'ils savent qu'ils ont un papa plein de convictions et qui ne déroge pas, qui ne se départit pas de sa ligne, de son idéal. Donc, en toute chose. Est-ce qu'ils ne sont pas des privilégiés du quartier d'Antokpa? Papa sécu, papa acteur politique? Ben, bon, malheureusement, les aînés ne sont pas au pays. Les aînés sont en Europe. Je les ai eus en Europe. Donc, j'ai fait une partie de ma vie en France et en Allemagne. Donc, les 4 premiers sont en Europe. Ils viennent de temps à autre en vacances. Et les 3 derniers qui sont de l'âge, qui sont très très enfants encore, 6 et 5 ans. Et curieusement, beaucoup d'acteurs politiques ont les enfants beaucoup à l'extérieur. Non, vous avez les 4 premiers. Mais bizarrement, en Europe. j'ai une opinion vraiment contraire à ça. J'ai toujours regretté de m'être incrusté en Europe. Et après mon bac à Dakar, quand j'étais revenu, il y avait un petit bouleversement au niveau de l'université ici, à Boumé-Calavi. Donc j'avais un grand frère déjà en Allemagne qui a voulu qu'on arrive là-bas. Et puis bon, c'est comme ça s'est fait. Et évidemment, à l'issue de mes études, bon, même déjà pendant mes études, je jobais, j'avais un travail, et de fil en aiguille, bon voilà, le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, mais ce n'était pas forcément un choix délibéré de s'incruster, parce que bon voilà, est-ce que j'avais une autre alternative crédible au pays pour revenir comme ça avec les enfants dans les bras? C'était pas forcément le cas. Donc c'était plutôt naturellement que je me suis installé en Europe, mais ce n'était pas un choix dès le départ ici, c'était juste pour aller finir mes études et revenir. Donc pour moi, je dis aujourd'hui, les enfants que j'ai eus ici, aujourd'hui, je m'attellerai à ce qu'elles finissent, ce n'est que des filles, et qu'elles finissent les études ici, même universitaires, quitte à aller à émigrer dans d'autres horizons pour finir leurs connaissances et acquérir d'autres expériences. Qu'est-ce qui vous a fait revenir au pays, définitivement au pays, je dirais? Quand j'étais arrivé au pays, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de créneaux qui étaient inexploités. Dans quelle année déjà? Et que, en fait, j'ai un cabinet de conseil dans le suivi des formalisations des actes domaniaux, par exemple. J'aide les notaires et les banques à pouvoir finaliser les actes domaniaux, les formalisations du moins, parce que, bon, vous savez, parfois, c'est des petits détails qui font que au service domaniaux, les choses n'aboutissent pas. Bon, un sécu qui ne signe pas, le voisin qui ne signe pas, et puis, bon, voilà, l'autre service. Donc, il y a des petits trucs comme ça, et que j'ai constaté sur le terrain. Bon, voilà. Et on va chercher l'information pour livrer aux vrais bénéficiaires pour accélérer les procédures dans ce. Donc, au-delà de ça, bien évidemment, je souscris au marché public et exécute les marchés publics. Donc, voilà à peu près ma vie au Bénin. Donc, vous êtes revenu au Bénin pour installer le cabinet? Oui, voilà. Oui, j'ai installé le cabinet de conseil, n'est-ce pas, depuis une dizaine d'années. Voilà. Et en famille, j'estime, hein, certainement, vous êtes revenu, vous avez quand même renoué avec
la culinaire de chez vous, sans doute. Qu'est-ce que vous préférez manger en famille? Vous savez, j'ai eu une maman qui a eu 9 enfants au finish, mais 2 sont décédés, mais qui longtemps cherchait à avoir une fille. Et malheureusement, j'étais le 8e. Et j'étais le 8e garçon. Elle n'avait toujours pas de fille. Si bien que pratiquement, j'ai grandi, peut-être inconsciemment, elle m'a élevé comme une fille et j'adore cuisiner. Parce que ça n'a pas impacté un peu, parce que finalement, vous avez eu plus de filles que votre maman. Voilà. Paix à son âme, elle aurait été vraiment bien heureuse, mais elle a eu d'autres filles quand même avec mes grands frères. Donc, j'allais dire que, bon, j'adore beaucoup de choses que les femmes font. Le ménage, la cuisine, aller acheter les vaisselles, aller au marché, faire des emplettes. J'adore ça, j'aime bien aménager mon intérieur, la décoration, j'aime bien. Et ça ne me repugne pas pour Donc vous cuisinez vous-même? Ah, je suis un excellent, paraît-il, un excellent cuisinier. Je suis un cordon bleu, paraît-il. C'est madame qui fait ce Mais madame est encore plus cordon bleu que moi. Vous Pour mangez mon souvent, bonheur, pour le bonheur de la petite famille. Vous mangez souvent quoi? Quel plat elle fait? Ma principale qualité, c'est de m'adapter à tout. Je suis un fin gourmet, la nourriture qui est bien faite, à part la viande de porc, que je n'aime pas personnellement, pas que c'est parce que je suis musulman, mais bon, je n'aime pas la viande de porc, et comme je suis musulman, ça va bon bien, débat. ça va bon débarras. Donc, à part ça, j'aime bien la cuisine bien faite, et bien douce, et puis bon, voilà. Donc je n'ai pas forcément une spécialité de chez nous. Je vais dire, bon, j'aime bien tous les mets de chez nous. Quand c'est bien fait. Vous n'avez pas une préférence? Pas particulièrement. Mais je sais que j'aime bien le gombo qui est bien fait, mais sobre, bien fait. J'aime bien la sauce de gombo. Je peux manger ça avec du riz même, avec tout. Ouais. Donc j'aime bien. Et j'aime bien le couscous marocain, le couscous royal. J'aime bien aussi. Mais seulement que, bon, de nos jours, je ne peux plus manger de la viande rouge parce que j'ai la goutte. Donc, je dois éviter tout ce qui peut générer de l'acide urique, en l'occurrence la viande rouge, la viande de mouton, la viande de bœuf, du haricot, du vanzou. Et c'est des choses que j'aime bien, mais qui aujourd'hui, malheureusement, ne favorisent plus l'épanouissement de ma santé. Donc, j'essaie d'éviter ce qui ne va plus pour ma santé. Sinon, je suis adaptable à tout. Vous êtes J'adore le mouillot. Voilà. Oh. Si je vais dire, j'aime bien la nourriture sobre, mon akasa, le rôti-sort, en l'occurrence, la sole, avec un petit jus sans oignons crus, des oignons rissolés et tout. J'adore ça. Ça, je peux prendre ça sans jus suçant. Ce quartier à Dantokba avec les bonnes femmes à côté, et puis le marché et tout ça, c'est facile par rapport à votre épouse, le foyer et tout ça. Est-ce que vous n'êtes pas beaucoup dérangé? Oui, c'est vrai que sur le plan intime, il peut y avoir des frictions de temps à autre, parce que ma femme peut penser à tort ou à raison que oui, je souris trop avec celle-là, j'ai un peu trop d'acquaintance avec celle-là. Ma manière de parler parfois avec celle-là peut ressembler à la manière que je lui parle. Bon, mais au finish, je pense qu'elle a confiance. Bon, je vais pas faire. Je ne crois pas que je suis un saint non plus. Donc, bon. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir parce que les bonnes dames des marchés, vous devez être quand même leur chouchou. Vous êtes leur autorité également, par ailleurs. Sur ce plan-là, quand même, je n'arrive pas toujours à emporter leur adhésion en toute chose parce que à un moment donné, il faut être quand même péremptoire dans l'exécution, dans l'application de la réglementation. Et ce n'est pas forcément en étant toujours gentil
qu'on peut être efficient, efficace sur les terrains en matière de gestion de la chose publique. Donc, à un moment donné, il y a aussi des frictions avec elle. Mais l'essentiel, c'est d'avoir le sens de rassembleur. À un moment donné, quand bien même on vous manque de respect, quand bien même on n'obtempère pas à certaines de vos recommandations. Vous pensez qu'il faut carrément délocaliser dans ton part, un peu comme... Oh, est-ce qu'il faut... Pour mon expérience personnelle, j'ai eu la chance de connaître des marchés comme Rungis dans la banlieue parisienne, par exemple, à Saint-Denis aussi, où j'habitais. Il y avait des marchés qu'on appelle des marchés mobiles. En fait, qui ne sont pas animés tous les jours. Il y a certains jours qui sont animés et à certaines heures. Et à l'heure de fermeture, tout est nettoyé, c'est des places publiques qu'on occupe avec ça, et de temps à autre. Et d'ailleurs, j'ai préconisé dans mes recommandations, il y a quelques années déjà, à la mairie de Cotonou, de fermer, de rendre piétonnes des rues qui sont prises d'assaut déjà de facto. Hein. Vous rentrez dans certaines rues de la rue 6.08, la rue 6.010, la rue 6.018, voilà, les premières, deuxième, troisième rues qui sont prises déjà d'assaut par des parcs anarchiques ou des revendeuses ambulantes. On pourrait, pourquoi pas, par exemple, fermer ces rues-là, hein, de 7h à 16h, à 15h, à 14h, pour permettre aux ambulantes de s'y retrouver et de ne pas, justement, prendre d'assaut les grandes ruelles, les grands axes, les grandes artères, comme l'avenue Stémez, comme surtout la rue de la Paix, qui passe devant la station là-bas, jusqu'au carrefour des pharmacies, de la pharmacie des quatre thérapies. Et vous voyez là, bon, c'est quelque chose... il faudra trouver une autre solution que celle qui est toujours en vigueur. C'est vrai, on ne peut laisser impunément les gens prendre d'assaut des rues, des artères aussi importantes et vaquer à des activités commerciales à même le bitume. Mais ceci dit, le mal ambiant, le chômage, les utoires que tout le monde, financiers que tout le monde recherche, se retrouvent finalement à Tantokpa. Parfois, je me plais à dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs dans le marché d'Antokpa, et que ce sont ces mêmes vendeurs parfois qui s'achètent, qui se rendent service en allant acheter chez l'une ou chez l'autre. Donc, ceci dit, on est en pleine réflexion pour essayer d'apporter déjà des solutions intermédiaires et provisoires. Donc, vous n'êtes pas trop pour la délocalisation du marché? Si, dans une certaine mesure, j'en viens. Parce que quand j'ai parlé du marché de Rungis, par exemple, c'est des marchés de grossistes et de semi-grossistes. Donc, moi, je pense qu'à moyen terme, il faudra forcément délocaliser. Il ne faudrait pas... Déjà, ce n'est même pas orthodoxe, ce n'est même pas pratique que les grossistes et les semi-grossistes vaquent dans les mêmes localités, aux mêmes activités commerciales. Et parce que ce qui arrive, c'est que quand le semi-grossiste n'arrive pas forcément à couler ses produits, hein, qu'il aurait vendus entre-temps déjà à des détaillants, par exemple à 100 francs, et qu'au fil du temps, il lui en reste pas mal au magasin, il est tenté de revendre en détail à 100 francs, de nouveau, alors qu'il a déjà vendu à 100 francs à des détaillants. Donc, le détaillant, forcément, ne saurait revendre ça à 100 francs. Le détaillant vend ça peut-être à 125, à 110 francs. Donc, ça crée quand même une concurrence déloyale. Et parmi les actions prévues du régime, il faut délocaliser
le marché de gros, à Glodjibé, je crois qu'il y a... Oui, à Glodjibé, à à Glodjibé, Kassato, ou à Calavi, peu importe l'endroit, je crois que à partir du dans moment, les mais projets... ça fait partie des projets. Et en ce qui concerne les détaillants, c'est-à-dire en ce qui concerne le marché proprement dit, C'est pour avoir qui est au niveau, évident votre avis vous sur savez, la question que je... sur le plan sécuritaire, quand vous rentrez dans Tantokpa, dans le marché de Tokpa, moi, franchement, tous les jours que Dieu fait, je me réveille, j'ai peur. J'ai peur. Rentrez dedans, vous allez voir des hangars qui sont érigés au mépris de toute réglementation en la matière, avec une promiscuité ignoble. C'est-à-dire que les gens sont les uns sur les autres. Et sans, je ne sais pas et comment ça a été conçu. Je ne sais pas. Est-ce que ça s'est fait naturellement ou c'est la politique du gain, hein, du gain qui a fait que les différents successifs à la Sogema ont laissé faire ces choses ou ont encouragé ce genre d'installation. Je ne sais pas. Mais il urge forcément aujourd'hui de réglementer tout ça. Et ça ne peut que se faire qu'avec une délocalisation du marché. Si d'aventure on devait ériger notre marché, c'est à voir. Mais est-ce que la place est propice à ça? Moi, je crois que c'est non. Alors, Ce ne sera pas dans l'immédiat. Pour moi, je ne pense pas que le président Talon anticipe. Ça va aller probablement de façon graduelle. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je suis très sûr, tel que je connais, je vois la façon de conceptualiser les choses, les projets du président Talon. Je suis sûr que ça ira de façon graduelle si les semi-grossiers devaient partir entre-temps et si on devait leur construire, leur trouver les emplacements pour qu'ils y aillent. Et parce que, vous savez, aujourd'hui, tout est parti dans l'informel. Nous avons une économie avec des ressources essentiellement fiscales. C'est vrai que les impôts ont trouvé des formules intermédiaires pas très orthodoxes avec la perception foraine, dit-on. On vient voir vos étalages, on évalue ce que vous... Voilà, ce n'est pas sur le chiffre d'affaires, ce n'est pas... Mais on va y arriver progressivement. Donc, avec la délocalisation, avec les nouvelles, un nouveau dispositif, une réglementation qu'on suivrait de manière rigoureuse pour planifier, pour installer les gens, pour identifier chaque acteur et pour les orienter vers une posture beaucoup plus formelle, je crois que tout le monde y gagnerait parce que les gens pensent à tort qu'en ne payant pas ses impôts, on y gagne. Mais pas du tout. C'est les impôts qui... Monsieur Amsat, on va revenir un peu plus à vous, ce que vous faites. Est-ce que vous prenez des vacances sur le quartier et il vous arrive de chercher à vous évader quelque peu? Ben, c'est un peu difficile dans ma posture parce que, vous savez, chercher ta pitance et en même temps être chef de quartier et avoir une vie politique pleine, ce n'est pas forcément évident. Vous ne quittez pas Cotonou je ne suis pas un poste électif qui me permet de vivre décemment. Nous sommes aujourd'hui, depuis le début de cette année seulement, à 10 000 francs. À 10 000 francs par mois pour un chef de quartier à Cotonou. Il est 10 000 francs. C'est vrai que nous avons des bons d'essence également par trimestre. Je crois que 25 000 francs par trimestre pour les bons d'essence. Donc, à part ça, c'est rien. Donc, entre le fait d'assurer ses prérogatives à la localité et chercher sa pitance, c'est un peu compliqué. Ça ne laisse pas de temps forcément à la villégiature, donc aux vacances, je vais dire. Donc, je pense que... mais c'est prévu pourtant dans les tests municipaux. Vous pouvez prendre des vacances et le CA, le chef d'arrondissement,
Vous nommez pas, vous désignez pas intérim celui qui peut vous remplacer en cas d'absence. C'est prévu par les tests. Mais bon, est-ce que vous pensez que la mairie, personnellement, la mairie a les moyens d'augmenter en tout cas ces montants-là que perçoivent les chefs quartiers? bien entendu, bien entendu. Quand vous voyez le fossé entre un élu comme vous, conseil municipal, même parmi les élus municipaux, celui qui est dans une commission ne peut pas comparer ses émoluments à celui qui est un simple conseiller municipal. Et un conseiller municipal qui n'a pas forcément un rôle prépondéramment actif perçoit beaucoup plus. Il est entre 150 000 et 300 000. Alors que le chef de quartier qui est plus sollicité, qui a une assistance sociale à part entière, est à 10 000 francs. Donc il y a des écarts qui n'utilisent pas leur nom et il faudra revoir tout ça. Il n'y a pas vraiment un cadre juridique qui encadre ces fonctions-là et il faudra y arriver. Je crois que c'est en préparation, c'est en réflexion et c'est là où je salue encore une fois toutes les initiatives du président Talon en la matière. J'ai dit que c'est en préparation, c'est en réflexion et on reviendra à la base pour cueillir nos réflexions aussi et nos doléances en ce qui concerne la rémunération. Voilà. Évidemment, ça sera toujours sujet à caution. Voilà. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Alors nous arrivons justement au thème de l'émission. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, déjà pour la présidentielle, pour ne pas parler de politique, votez utile, votez le président Talon, parce que je crois que objectivement... Il n'a pas encore, non. Pas encore dit qui sera candidat. Ça m'appartient, mon opinion. Vous avez sollicité mon opinion. Moi, je vous dis, en ce qui me concerne, c'est mon candidat à moi, le président Talon. C'est mon candidat à moi. Et j'appelle tous ceux qui croient en moi, qui ont confiance en moi, à voter utile. Non, mais parce que non, je ne suis pas en campagne. Vous aurez le temps, de lancer l'appel au vote. Vous avez demandé mon opinion, et je l'ai dit, et j'exhorte tous les Béninois à réfléchir de manière vraiment objective. Et on ne dit pas que tout ce que les gouvernants font est de bon la loi et peut contenter tout le monde. Alors, ce que je dis, c'est de venir à la rencontre, et c'est de venir débattre, d'introduire leurs requêtes, d'introduire les doléances, quitte à bonifier ce qui est en place, parce que ce que je trouve foncièrement antidémocratique, c'est de ne pas permettre à un élu, n'est-ce pas, d'exécuter son programme d'action qu'il avait déjà énoncé depuis fort longtemps. On le savait déjà que ça arriverait. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, au nom de quoi on va interdire au président Talon de mettre en exécution ce qu'il avait prévu. Je trouve ça antidémocratique. Il peut faire mal, il peut faire faux, il peut mal agir, mais il avait déjà annoncé. Et c'est sur ça qu'il y a eu un bon nombre de suffrages. Laissons-le dérouler, son programme, et on fera le bilan en temps utile, et les unes parleront. Merci. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour aujourd'hui. Nous avons reçu Maounion Hamzat Aguemon. Il est membre fondateur de l'Union progressiste, chef quartier de Dantokba. Merci d'avoir été là. Merci. Merci, chers internautes.